Ferdinand de Lesseps a été le créateur, c'est un diplomate français, créateur du canal de Suez. La concession qu'il a obtenue, c'est 1869 pour 100 ans, et elle devait se terminer en 1969. Elle a été interrompue, cette concession, par la nationalisation du canal le 26 juillet 1956 par Nasser. Mon père a été introduit au canal de Suez par l'intermédiaire de sa sœur Suzanne, qui était employée pour l'éducation des enfants d'Henri Châteauminois. Il est rentré en 22 et ensuite il s'est marié en 24. Il est allé chercher sa femme, qui est Marie-Louise Dardelais. Ensemble, ils ont eu 8 enfants. 10 Ils ont eu 10 enfants. Les 2 premiers jumeaux sont décédés, ma mère a eu 2 fois 2 jumeaux, et donc nous sommes arrivés en 31. Voilà, c'est dans ces conditions-là que je suis né au canal, à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, qui est le canal, mais bien à l'extérieur, pour éviter dans les problèmes de maladies contagieuses. Tous les bâtiments importants ont été réalisés par la compagnie elle-même, pour l'usage de ses agents. Nous sommes tous nés dans cet hôpital, sauf 2, mon frère Jean ainsi qu'une sœur Françoise. La maison qui nous était confiée, qui était confiée à mon père, était une maison de type colonial, avec véranda, souvent spacieuse pour des familles moyennes. Mais la nôtre dépassait un petit peu le concept de l'époque, puisqu'à un moment donné, mon père était obligé de l'agrandir et d'y installer une chambre spéciale pour les 2 filles de la famille. La maison où nous étions appartenait au canal, comme toutes les maisons du canal. Elle était comprise dans la concession faite à l'époque pour permettre à de Lesseps de construire son canal. La nôtre était située tout à l'extrémité proche du village arabe, ce qui faisait qu'on était souvent en communication avec les Arabes. On allait chercher notre pain chez les Arabes, jusqu'au jour où pendant la guerre, alors une petite anecdote, pendant la guerre, il manquait de la farine et on s'était rendu compte que la farine était composée de choses qui n'étaient pas agréables. Donc on a fait appel au camp de Moiscar qui nous fournissait le pain. C'est un officier anglais qui nous apportait le pain. Ma mère ayant beaucoup d'enfants a fait appel à une personne de l'extérieur qui était originaire de Montlon dans les Hautes-Pyrénées, qui est restée très longtemps chez nous. Et c'est elle qui assurait les ménages, la cuisine. C'est au moment des réceptions qu'organisait ma mère, c'était très spécial. Le souffraguier était habillé en djellaba blanche, ceinturé d'une étoffe rouge, le tarbouche, et il servait la façon bien française, la présentation des plats, avec d'abord la maîtresse de maison, ensuite, etc. Il y avait un ordre hiérarchique à respecter. Les villas disposaient de jardins. Alors, les plants, les graines nous étaient fournis par M. Schirmer, qui dirigeait les jardins de la compagnie, où on s'approvisionnait. Et il faut dire que les jardins étaient splendides. Ensuite, on en avait besoin au moment des fleurissements de fêtes religieuses. Et donc, forcément, grâce également à l'eau du Nil qui était mise à notre disposition, les jardins étaient florissants. Je me souviens, dans la maison, il y avait énormément de rosiers tiges, de rosiers nains, de frangipaniers à l'odeur exquise, et les glycines. C'était un embellissement permanent. Quand mes parents recevaient du monde, il fallait absolument que le salon soit agrémenté de fleurs. On avait une chance inouïe d'avoir à notre disposition les installations de la compagnie et en plus l'eau douce du Nil. L'eau douce que distribuait dans les jardins venait du canal d'eau douce qui a été aménagé au temps de Lesseps, partait du Nil jusque dans la zone de l'isthme.
Ce canal d'eau douce qui était à proximité de la maison était exploité pour la navigation par les felouks. Et c'était pour nous un agrément extraordinaire de voir ces felouks sillonnant le canal d'eau douce, elles fonctionnaient à la voile. Mais quand il n'y avait plus de voile, il y avait un chemin de halage qui permettait aux gens de tirer à plusieurs le bateau, ou éventuellement on voyait le gars avec une perche partir du devant du bateau, pousser pour le faire avancer. Quand il arrivait au bout, l'autre côté, il remontait en vitesse et ainsi de suite. Voilà la façon de naviguer sur le canal d'eau douce. Et à certains endroits, il y avait également des niveaux, donc il y avait des écluses jusqu'au canal de Suez. Il faut dire aussi l'embellissement de la zone du canal, on disait Ismailia, c'était l'émeraude du désert, son appellation. Les jardins étaient très abondants, et magnifiques, avec des différentes essences végétales qui étaient remarquables. Alors d'ailleurs, chez nous, à la maison, en limite de la maison Mallet et de la nôtre, il y avait un capoquier qui était immense, un capoquier, et on était en admiration des fleurs très évasées, et le matin à la rosée, les moineaux qui venaient s'ébouer dans ces fleurs, c'était un spectacle majestueux. Mon père était administratif, chef du secrétariat des travaux à la Compagnie du Canal de Suez. Il faut dire quand même que le siège de la compagnie était à Paris, rue d'Astorg à Paris. Et donc les employés dépendaient à la fois de l'autorité locale et également de l'autorité parisienne. Mon père se rendait également à Paris pour rendre compte de ses activités. Son emploi était purement administratif. C'est pas lui qui allait sur le terrain. Le seul jour où on a été sur le terrain, c'est à l'occasion de l'échouage d'un navire qui avait heurté la pile du pont d'El Ferdan qui rejoignait la zone qui rejoignait l'Égypte à la Palestine. Le tablier du pont est venu se poser sur le cargo lui-même. Donc il a fallu couper au chalumeau. Et avec mon père, on est allé voir la découpe du chalumeau. Il fallait faire très attention parce qu'il transportait du carburant. Donc il fallait éviter les explosions. L'imprimerie à Ismailia. Donc toute l'impression se faisait à Ismailia. Oui, c'était un Corse qui était Peretti de la Rocca. Peretti de la Rocca. Alors il insistait beaucoup sur la... Parce qu'à partir du moment où on est à l'extérieur de la métropole, tous ces titres ressortent pour faire voir. Il faut se faire voir. Il y avait une espèce de... Comment on appelle ça? Il fallait se montrer, voilà. Il fallait se montrer, voir qui on était. À une époque, le directeur de la compagnie était le comte de Vaugué. Et sa femme venait au canal. Et elle avait décidé que des jeunes gens viennent manger avec elle. Donc, il y a une semaine préparatoire au repas avec la comtesse. Nous avons été initiés aux mœurs, c'est-à-dire qu'il ne fallait ne pas s'asseoir avant la comtesse, ne pas faire du bruit en buvant, ne pas l'interrompre quand elle parlait, savoir couper le plus une orange avec un couteau et une fourchette, une attitude très, très spéciale qui convenait aux gens de leur rang. Nous, on était au rang le plus bas. Et à l'opposé, il y avait des gens qui tournaient autour de mon père pour entrer au canal de Suez, des Égyptiens. Et je me souviens qu'un Égyptien qui tenait absolument à rentrer nous avait demandé à mon père de nous accompagner à notre école. Alors je me souviens de cette Cadillac qui nous attendait à la porte de service et nous sommes allés en Cadillac à l'école des frères de Ploermel, à l'école de la compagnie. Ensuite, on a été invité par ce même monsieur dans sa campagne, dans sa ferme, pour manger. Alors on nous avait appris qu'il fallait surtout ne pas tout manger, parce que nous, jumeaux, on avait tendance à rogner les os.
Et notre souci, c'était d'éviter de tomber dans le panneau et de respecter leurs coutumes. Donc on n'a pas tout mangé le pigeon qu'on aurait bien voulu manger entier. Dans la zone du canal, on avait quand même une certaine variété de paysages. Les bateaux, le fait que les bateaux passaient, c'était un paysage. Les convois étaient composés de bateaux commerciaux et de bateaux également de plaisance. Également des petits bateaux, des caravanes de bateaux qui se suivaient les uns derrière les autres. Alors la navigation se faisait de jour comme de nuit. Et pour la nuit, les bateaux disposaient d'un phare de portée à longue distance pour pouvoir naviguer convenablement, et ce qui n'était pas facile. Il faut obligatoirement des pilotes qui connaissent exactement quels sont les écueils à éviter dans la gouvernance du bateau. Le canal n'est pas droit, contrairement, et la longueur du canal, c'est 162 km. Le chenal est délimité par des bouées, mais la largeur est de 14-15 mètres. Rien à voir avec la largeur proprement dite du canal qui peut varier. Elle est très importante dans les zones, dans les dépressions, comme le lac Timsah, les lacs amers, où la dimension entre le chenal et les berges sont assez éloignées. Il faut dire aussi que la compagnie avait envisagé, du fait du trafic, de doubler une zone, le canal Farouk, qui était réalisé par la compagnie du canal et qui a permis d'augmenter le rythme, la fréquence de passage des navires. L'éducation des enfants du personnel était assurée par la compagnie du canal. Les bâtiments appartenaient à la compagnie. Pour les garçons, c'était la congrégation des frères de Plohermel. Cette congrégation était évidemment rémunérée en partie par la compagnie du canal. Pour les filles, c'était l'école Saint-Vincent-de-Paul, tenue par les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, que l'on retrouvait également à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, et qui assurait l'éducation des jeunes filles. Donc on se retrouvait à des moments à l'église catholique, nos professeurs pour les garçons et les religieuses pour les filles. Nous avions aussi la possibilité de faire des voyages à l'extérieur, d'ailleurs d'aller voir, alors une année, c'est les sœurs Saint-Vincent-de-Paul, du fait que des bonnes relations qu'on avait avec elles, nous ont fait visiter les installations qu'elles avaient réalisées en Haute-Égypte, les écoles notamment, et nous sommes allés voir également les monuments égyptiens. L'ennui, c'est que nous n'avions pas de guide professionnel pour nous diriger. On a bien vu qu'il y avait des hiéroglyphes, qu'on avait les colosses de même nom, les pyramides, mais l'histoire proprement dite, il nous a manqué ce jour-là d'avoir un guide qui puisse nous expliquer. On a bien vu l'obélisque couché, on a bien vu qu'il manquait un obélisque aussi, c'était Luxor, me semble-t-il. Également le temple de Philae, on l'a bien vu, mais c'était bien avant tous ces sites-là. C'était les sites qui ont été présents avant la construction du grand barrage réalisé par Nasser. L'industrie sucrière, très importante dans la région, et les industriels du moment ont trouvé une carrière en démontant un temple pour aménager le port sur le Nil. Ça a été une atteinte grave, mais à l'époque, l'égyptologie n'était pas si développée qu'elle n'est aujourd'hui. Souvenez-vous de Claude François. Claude François était à l'école avec mon frère Robert. Et vous retrouverez sur les panneaux qui ont été érigés dans la salle
pour essayer de repérer qui est Claude François. C'est la question. Mais Claude François, je connaissais sa mère. Quand on était à la plage, elle criait Claude, Claude. Et Claude rentrait. Il jouait du violon. Il avait une formation musicale par ses oncles qui étaient musiciens au Caire. Et son père travaillait au Canal, simple employé du Canal. Nous avons eu la chance d'avoir des parents musiciens. Et je pense que si je suis maintenant, c'est parce que dans le ventre de notre mère, déjà on entendait les sons et on connaissait les dièses et les bémols. Et donc mon père était organiste à la paroisse de Saint-François de Sales, paroisse catholique, et il tenait l'orgue, il gérait l'orgue, qui était un orgue Cavaillé-École. Cavaillé-École, c'est un grand facteur d'orgue dans les années 1900. Toute la famille était liée à cet orgue. Alors il faut rappeler que la compagnie tenait absolument à ce que ses employés soient à l'aise, donc les loisirs prenaient une place très importante. Alors comme loisir, il y avait la plage, et la plage était aménagée avec des portiques, des coques, un plongeoir. Alors il faut penser que le plongeoir, il faut avoir de la profondeur. Et ce plongeoir, c'était proche du passage des navires. C'était assez impressionnant. On ne plongeait pas quand le bateau passait. On plongeait que dans l'intervalle du convoi. Il y a quand même quelque chose à rappeler, c'est ce qu'on appelle le tirant d'eau. Quand un navire passait, une partie de la plage se vidait de son eau, et cette eau revenait sous la forme d'une vague. On appelait ça la vague de fond. Elle était importante selon le tonnage du navire. Et nous, on aimait cette vague de fond qu'on recherchait, on plongeait, et elle remontait assez haut même sur la plage, et les imprudents qui avaient installé et qui lisaient se faisaient mouiller par cette vague de fond qui déferlait sur la plage. La compagnie du Canal avait des plages pour les administrateurs, les gens, les Européens, et pour les gens, les autochtones, il y avait une plage spéciale. Même les ouvriers de la compagnie ne venaient pas à notre plage. Il y avait la plage des ouvriers du Canal. Et on ne mélangeait pas torchons et serviettes. C'est dommage, parce que la communication aurait été intéressante, sauf que nous ne parlions pas la langue locale, l'égyptien. Du fait qu'on était souvent à l'église, le dimanche, on ne retrouvait plus nos copains. On les voyait partir, quitter la plage, que nous arrivions. Et c'était le drame, parce que on aurait bien voulu s'amuser, il y a des jeux de plage, quand les bateaux arrivaient, les bateaux qui transitaient, on avait des vagues de fond, on s'amusait entre nous. Il y avait également certains jours, il y avait des courses de sacs, des courses de sacs qu'on faisait ensemble. Il y avait également une plateforme pour faire du patin à roulettes. Puis on cherchait aussi un peu à draguer. C'était déjà le moment. Mais enfin, bon, on arrivait à la fumée des cierges, comme on dit, et tout le monde était parti et on se trouvait un peu tout seul. Également, il y avait un cercle de voile qui avait été aménagé par M. Henri Châteauminois. Il y avait des régates. Nous étions tous passionnés de voile. Il y avait également l'aquaplane, parce que certains remorqueurs, les pilotines, qui amenaient à bord les pilotes sur les bateaux, quand elles arrivaient au canal, il fallait un certain temps de rodage. Moi, je me souviens d'avoir fait de l'aquaplane derrière une pilotine, et c'était très amusant. Ensuite, l'autre activité, c'était le cercle du canal. Le cercle, c'était l'endroit où nous nous retrouvions tous, et c'est l'occasion notamment pour les Mardi Gras, le carnaval. Et nous étions tous, les gens de
de la compagnie, ceux qui pratiquaient ces loisirs-là, nous nous retrouvions tous les uns les autres, costumés. Moi, les photos me rappellent que nous étions oursons ou je repensais l'Europe, enfin, tous les costumes variés. Et chacun, il y avait des concours également entre familles pour savoir quel était celui qui était le mieux déguisé. Ensuite, dans ce cercle de Canal, on a eu des célébrités. On a eu Edith Piaf qui est venue chanter au Canal, un pianiste célèbre, Edmond Tria. On avait le cinéma paroissial, on avait le cinéma public au cercle du Canal. On avait également des scènes, les théâtres. Il y avait des professeurs de piano, professeurs donc de sport aussi. Je ne peux pas tout vous dire, mais c'était un centre nécessaire pour le personnel du Canal. Alors j'ai parlé des loisirs tels que la voile, la plage, le cercle du Canal. Les occupations étaient multiples par les associations telles les Scouts de France. Je me souviens, moi j'étais l'équipe Gazelle ou Cigogne, enfin dont on avait des possibilités de partir du canal, d'aller à l'Ataka, coucher à l'extérieur. Alors il y avait tout un matériel très spécial avec les fanous. Les fanous, c'est les lampes pétrole qu'on promenait avec nous. Puis l'habillement du Boy Scout, c'était le scout à la Baden-Powell, c'est-à-dire avec le costume, les pompons à la chaussette, le foulard. Ensuite, il y avait, quand on passait des brevets de secourisme, on avait l'étiquette secouriste sur le même secouriste. L'insigne était important. L'insigne, on peut même le rapprocher de l'insigne que nous, élèves à la Compagnie du Canal, nous portions sur nos blouses quand on allait à l'école. On avait l'insigne du Canal Suez. Donc c'était important dans tous les mouvements qu'on avait de porter un insigne. C'était notre appartenance à la Compagnie du Canal. On avait vraiment de quoi s'occuper. Ensuite, nos parents nous emmenaient avec leur voiture. Chacun avait sa voiture. Mon père avait une Viva Stella 1931 et le terme Stella signifiait que c'était une voiture de luxe. Elle avait des strapontins. Je me souviens qu'elle pesait 1500 kilos. C'est une 6 cylindres. Mais enfin, elle a fait énormément on était toute la famille, imaginez, 8 enfants dans la même voiture. C'était quand même exceptionnel. Il y avait des strapontins derrière les sièges de devant. Ensuite, pour faire de la place, les roues de secours, il y en avait 2, fixées sur la partie derrière, sur la carrosserie arrière. Les valises spéciales, la plus grande en bas, la petite, les moyennes, etc., pour la configuration de la voiture. Ensuite, une malle sur le toit. Enfin bon, il y avait tout ce qu'il fallait. Et non seulement dans ces grands voyages, mon père conduisait, mais ma mère conduisait aussi. À l'époque, c'était rare de voir des femmes conduire leur voiture, mais ma mère conduisait la voiture. Je me souviens toujours, le médaillon qui est à l'intérieur, regarde Saint-Christophe et va-t'en rassurer. Le carburant nous était fourni par la compagnie. C'était en gallons, ça représente la mesure locale. On allait se promener, on allait à Alexandrie, on allait au Caire, on allait à Port-Saïd avec cette voiture. Alors pendant la guerre 39-45, comme nous ne pouvions pas aller en France, nous allions à Migné. On allait également à Alexandrie. Et c'était absolument merveilleux de loger dans des hôtels adaptés aux revenus de mes parents, dans un luxe qu'on n'a pas connu après. Dans les loisirs, n'oublions pas que nous avions la possibilité d'aller au Sinaï, visiter le couvent de Sainte-Catherine, qui est un lieu aussi respecté des Juifs que des chrétiens et des musulmans, parce qu'il s'y trouve le buisson ardent de Moïse. Et toute cette région, qui fut autrefois chrétienne, a été dominée par l'islam. En 1949, mes parents sont allés avec une des familles du Canal, 4 jours en voiture au Sinaï. Et ensuite, les jumeaux, nous avons eu l'occasion en 1954
en décembre 1954, de circuler pendant 10 jours à pied et à dromadaire au Sinaï. La guerre de 39-45 a concerné la zone du canal. Nous avons été bombardés par les Allemands en août 1941. Notre maison a été ébranlée par l'explosion d'une bombe. Le seul endroit résistant de la maison, c'était la dalle des WC. Donc nous étions sous la dalle des WC et avec des chiffons, dès qu'il y avait une explosion, on avait nos mouchoirs mouillés pour éviter d'absorber les poussières. À tel point qu'au moment de cette bombe qui est tombée près de la maison, le dernier frère, Bruno, n'a pu supporter le chiffon dans la figure et il a été les poumons encombrés. La maison étant ébranlée, les conditions de sécurité n'étaient pas réunies pour y rester. C'est les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul qui nous ont hébergés pendant quelque temps. Et l'on voit maintenant dans les photos qui ont été éditées par l'IFAO, on voit très nettement les cerclages qui entouraient la maison, on le voit très nettement la photo, sous le toit, au bord du toit, et ensuite qu'à la partie plus basse, on voit très nettement ce cerclage. Les Allemands sont trompés de quartier, au lieu de bombarder le camp de Moiscar qui était à proximité, et certaines maisons ont été complètement abîmées. Certaines familles avaient aménagé des abris dans le jardin et ils ont eu la chance parce que les bombes sont tombées sur la maison et la maison était en ruine. Alors donc on assistait également régulièrement des attaques allemandes sur la zone du canal. Et quand ça se passait, nous mettions à l'extérieur et de Moiscar, il y avait des phares très puissants, des projecteurs qui permettaient aux Britanniques de repérer les avions allemands. Alors je me souviens d'un avion qui était pris dans ce faisceau et qui a été abattu peu après. Et nous, après, nous avons traversé le canal à la nage pour voir les débris de cet avion. Et c'était impressionnant de voir dans quel état il était. Et à plusieurs reprises également, il y avait des avions spéciaux avec un cerclage sous la carlingue pour raser le sol, la surface de l'eau pour faire exploser les mines dans la zone du canal. Le salaire des agents du canal dépassait largement ce qu'ils auraient pu en attendre en France dans leur pays d'origine. À tel point que certains se sont imaginés pouvoir continuer pour les enfants à rester dans la zone du canal. Mon père, lui, était assez lucide pour comprendre qu'il n'y en avait pas question, aucun de ses enfants n'entrerait à la compagnie du canal. L'état d'esprit qui y régnait faisait que nous considérions que nous étions une nation étrangère, un État dans un État, et qu'un jour, cette situation ne durerait pas. On l'a senti déjà en 1952, lorsque le roi Farouk a été destitué par Nasser, et les choses se sont précipitées. En 1952, à ce moment-là, mon père a fait transporter en France, il avait acquis une maison pour la meubler, donc de ce meuble-là, à l'occasion du mariage d'une de mes sœurs. Ensuite, progressivement, on a commencé à évacuer les tapis, les différents objets, chaque fois que nous venions en Égypte. On comprend bien que les Français étaient dans une position délicate, surtout au moment où le camp de Moiscar a été libéré des troupes britanniques. Nos présences au canal étaient comptées. La nécessité pour nous, c'était de prévoir assez rapidement le départ du canal. C'est ce qui s'est produit à quelques intervalles par les dirigeants de la compagnie. Les femmes et les enfants sont partis dans leur pays d'origine
Et mon père est resté au canal un mois après la nationalisation du canal. Ils avaient reçu l'ordre de leurs dirigeants de rester à leur poste en attendant que les autorités françaises et égyptiennes décident de l'avenir du canal. Voilà la raison pour laquelle mon père avait vu juste dans l'avenir de ses enfants.